Bonjour les premières. Alors CTM7, synthèse organique, c'est un chapitre qui est un peu plus expérimental. C'est un chapitre qui n'est pas très difficile. Il en demeure moins qu'en fait il faut retenir les choses. Donc c'est un chapitre qu'il faut apprendre. Ça parle de toutes les techniques qui sont utilisées pour synthétiser en chimie organique. C'est même l'essence même de la chimie finalement, fabriquer des substances. Alors cette fiche elle est composée en deux parties. Il y a grand 1, les étapes d'une synthèse chimique, toujours les mêmes étapes. Et 2, le rendement. Alors grand 1, les étapes d'une synthèse chimique. Alors il y a toujours 4 étapes. Première étape, on prélève les réactifs. Deuxième étape, il y a la transformation chimique qui s'opère. Ensuite, la troisième étape, on isole le produit qu'on veut obtenir et on le purifie. Et enfin, la quatrième étape, c'est l'analyse. On vérifie bien que ce qu'on voulait produire, bon, l'or est effectivement produit. Donc l'étape 1, le prélèvement des réactifs. Donc avant de prélever les réactifs, il faut rechercher leur pictogramme. Donc je vous invite à revoir les pictogrammes, donc il faut connaître la signification et les consignes de sécurité associées. Donc là on parle plus particulièrement du port des lunettes, du port des gants, du port d'une blouse, boutonner, éventuellement travailler sous haute, etc. Donc ça, au niveau de sujets, ce sont des questions qui peuvent qui viennent en fait, des questions sur la sécurité, les pictogrammes et tout. Donc rien de compliqué, mais il faut le savoir, quoi. Donc il faut apprendre. L'étape 2, la transformation chimique. Le produit est formé au cours de l'étape de transformation chimique. La technique généralement utilisée pour réaliser la transformation chimique est le chauffage à reflux. Donc le chauffage à reflux, c'est une technique, d'accord, très utilisée que vous devez connaître. Donc comme son nom l'indique, on chauffe, mais on va refroidir en fait les vapeurs de façon à ce qu'elles se condensent. D'accord, elles se refroidissent, donc les vapeurs se recondensent, retombent dans le milieu réactionnel, et donc ça évite de perdre en fait de la matière. Donc le chauffage à reflux, sur la fiche on vous donne finalement le schéma type. Hein. Bon bah c'est simple, hein, c'est un chauffe-ballon, un ballon, donc on chauffe, éventuellement une potence et une pince pour tenir le ballon, et la potence et une autre pince pour tenir le réfrigérant à boule, d'accord, dans lequel on fait circuler de l'eau. Donc en fait la technique de refroidissement, c'est comme dans un circuit de voiture, comme le circuit de refroidissement. Donc on fait circuler un liquide, ici c'est de l'eau, et cette eau va finalement prendre la chaleur. Toujours, alors ce qu'il faut faire attention là dans ce type de schéma, c'est pas compliqué, sauf que il faut faire entrer l'eau et sortir l'eau. Donc il faut que, en fait, souvent l'entrée pour un chauffage à reflux, l'entrée de l'eau sera en bas et en haut la sortie de l'eau. Il faut bien voir que là, l'entrée de l'eau c'est froid, la sortie de l'eau c'est chaud, puisque l'eau a pris de la chaleur. Donc il faut veiller en fait qu'à la sortie du ballon, d'accord, ça soit toujours froid. Donc c'est pour ça que l'entrée de l'eau se fait par le bas et la sortie vers le haut. Donc ça c'est important, parce que bon, d'accord, hein, c'est facile, on sait que on a une entrée, une sortie, alors des fois on peut la mettre au pif. Non, non, elles sont pas au pif. Si vous faites l'inverse, ça aura du mal à condenser les vapeurs. Tout simplement, ça marchera pas aussi bien. Donc voilà, il permet de chauffer le milieu réactionnel tout en évitant les pertes de matière, donc c'est ce que j'ai expliqué. L'étape 3, isolement et purification. Alors on nous dit ici, l'isolement consiste à séparer le produit du milieu réactionnel, réactif n'ayant pas réagi, autres produits de la réaction, des solvants, etc. Bah oui, mais on a mis des réactifs, tous les réactifs ne sont pas forcément consommés. D'accord, donc on obtient le produit, mais avec d'autres substances, dont certains réactifs, des solvants, etc. Donc il faut isoler le produit que l'on veut obtenir. L'isolement conduit
ce qu'on appelle au produit brut. Alors, il y a deux cas, soit c'est un solide, soit c'est un liquide. Donc si on veut récupérer un solide, hein, dans l'espèce de tambouille, entre guillemets, ce qu'on va faire, c'est une filtration. Donc on peut faire une filtration classique, ou pour aller plus vite, une filtration sous vide. C'est-à-dire que on a fourni le dessin, hein. En fait on a une fiole à vide, donc c'est un récipient qui est bouchonné, qui est bouchonné avec un entonnoir au-dessus. Donc il y a un système de filtre, pareil, un filtre, on verse, d'accord, une partie du mélange, donc finalement on filtre le solide, mais en fait on aspire l'air, donc ça, par un système d'aspiration, la filtration va plus vite. Voilà. Donc ça c'est une technique utilisée en chimie. Malheureusement on ne peut pas faire les expériences là, hein, mais tout ça se prête en fait à faire de belles expériences. Bon, on l'étudiera comme ça, vous verrez la technique, et l'année prochaine en terminale vous aurez certainement l'occasion en fait de réaliser, d'autant plus qu'on sait que cette année vous ne l'avez pas réalisé. Dans le cas d'un liquide, eh bien, on va utiliser une technique qu'on a déjà vue par rapport au solvant polaire, c'est l'extraction liquide-liquide. Donc on va utiliser par un jeu de solvants, par de différentes densités, de solubilité, polaire à polaire, en fonction, hein, comme on a vu au chapitre d'avant. Voilà, extraction liquide-liquide, donc elle est réalisée grâce à une ampoule à décanter. Donc matériel utilisé, ampoule à décanter. Voilà, donc solvant extracteur, etc. Donc il se forme alors deux phases que l'on sépare à l'aide d'une ampoule à décanter, tout simplement. La purification, alors ça c'est intéressant. Comment on purifie? On a isolé, maintenant on va purifier, on va quand même enlever certaines choses. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever? De l'eau par exemple. Le produit il est mouillé. Donc on va déjà par exemple le purifier, c'est-à-dire lui enlever des impuretés, donc des résidus de réactifs, de solvants et d'eau. Alors cas d'un solide, le solide impur est dissous dans le solvant à chaud, donc on va en fait redissoudre le solide. Bon, ça paraît idiot, hein, on a un solide et on va le redissoudre. Alors on va le redissoudre dans un solvant chaud, puis on va le laisser refroidir lentement, donc il va se recristalliser. D'accord? Il va se recristalliser, et en se recristallisant, il va se recristalliser de façon plus pure. Et ensuite, on pourra une nouvelle fois filtrer. Alors, quand il est dit, le montage est généralement un montage à reflux, donc montage à reflux, hein, c'est comme à l'étape 2, la transformation chimique, hein. On ne laisse pas les vapeurs, éventuellement on les refroidit par un système de refroidissement qui peut être aussi à air, hein. Ça peut être aussi à air, mais souvent c'est à eau. Alors un refroidissement à air, c'est un tube en fait, hein. Un tube, et puis il y a l'air qui circule naturellement. Bon, c'est moins efficace qu'avec un liquide de refroidissement comme l'eau. Et si on a un liquide, donc on a isolé un liquide, on va le purifier. Eh bien, comment purifier un liquide, hein? Eh bien, en effectuant distillation fractionnée. Donc la distillation, on a fourni le schéma, donc on a toujours pareil le chauffe-ballon, le ballon. On a ensuite une colonne à plateau en fait, on appelle ça. Il y a plusieurs plateaux, souvent des pointes, et ensuite vous avez un réfrigérant à eau, d'accord, qui va permettre de condenser les vapeurs. Bon, de toute manière, je vous avais donné comme travail un TP, donc on verra ça dans la correction du TP plus précisément. Ensuite, l'étape 4, vous avez l'analyse. L'analyse, donc pour vérifier qu'on a bien le produit qu'on voulait. Alors là, l'analyse, finalement, on va faire appel à pas mal de choses qu'on a vues en seconde, en première. Donc par exemple, on peut réaliser une chromatographie sur couche mince. Donc la chromatographie,
je vous rappelle, on dépose une goutte du produit, d'accord, et ensuite sur une feuille du papier chromato, d'accord. Ce papier chromato, on le laisse tremper, mais pas totalement, hein. Il ne faut pas que là où on a déposé la goutte, il ne faut pas que ça trempe dans le solvant. Et le solvant va monter par capillarité et va entraîner le produit. Et donc on pourra avoir soit une tache, si on n'a qu'une seule tache qui s'est déplacée, ça prouve qu'il est pur. On pourra même vérifier que c'est bien le produit obtenu si à l'avance on met une goutte du produit, d'accord. Si les deux taches s'arrivent à la même hauteur, c'est que c'est effectivement le même produit. Et voilà, donc chromatographie, hein, pour vérifier qu'on a bien un produit pur et que c'est bien le produit attendu. On peut aussi mesurer des caractères physiques, donc la température d'ébullition, par exemple. Donc si c'est un liquide, on va le chauffer, on va vérifier qu'il se vaporise à une certaine température qui est caractéristique du produit. La température de fusion aussi, hein, on pourrait soit le faire fondre si c'est un solide, ou bien prendre un liquide et puis le refroidir jusqu'à ce qu'il se solidifie. Mais souvent on fait fondre en fait. Donc là on utilise un bancofleur, hein, pour les solides, bancofleur. La densité, la masse volumique, enfin, etc., etc. Il y a plein de choses, l'indice de réfraction aussi, donc finalement des mesures physiques, hein. Vous voyez qu'en chimie on va utiliser des mesures physiques. Et puis on en a vu une, hein, au chapitre précédent, c'est la spectroscopie infrarouge. Voilà, tout simplement aussi. On peut aussi s'aider de cela. Donc voilà, les 4 étapes à retenir. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien retenir, ne serait-ce que parce que il y a pas mal de sujets où il y a des questions de ce type. Et donc c'est toujours des points de gagner, de savoir exactement de quoi on parle. Et puis là c'est expérimental, hein, vraiment, c'est l'essence même de la chimie, quoi. Ensuite le rendement. Alors le rendement, en fait, c'est le rendement nu de la synthèse et le quotient. Donc c'est un quotient, donc c'est une division entre la quantité de matière en mol, hein, donc quantité de matière en mol, NP du produit, effectivement obtenu, ok, dont on a vraiment produit, et divisé par la quantité maximale qu'on pouvait s'attendre. D'accord? Donc en théorie on pouvait s'attendre à autant de mol. On a fait l'expérience et on a mesuré qu'on avait autant de mol. Et on fait le quotient des 2. Bon, ça ne peut pas dépasser 1 de toute manière. Hein. On ne peut pas avoir plus que ce qu'on attendait au maximum. Donc il sera toujours inférieur ou égal à 1. Alors l'idée, ce qui serait bien, ça serait que ça soit égal à 1, c'est-à-dire que ça soit... effectivement, on a réussi à fabriquer tout ce qu'on attendait de faire. Donc voilà. Alors pourquoi ça peut ne pas être égal à 1 ? Eh bien, tout simplement parce qu'une réaction n'est pas forcément totale. Hein. Donc on revient sur un ancien chapitre où on pouvait voir si une réaction était totale ou pas, les tableaux d'avancement, etc., etc. Vous voyez toute la cohérence là. Voilà. Et ça continuera l'année prochaine en terminale. Donc voilà pour voilà, ce débriefing du cours.